Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast avec Anthony Weiss. Salut à tous. Aujourd'hui, podcast spécial sur les TCA, sur les troubles alimentaires compulsifs. C'est quelque chose qui touche énormément de monde et encore plus dans le fitness. Voilà, derrière cette belle image, cette belle vitrine, et bien derrière, notamment à 90%, ce sont des femmes et 10% d'hommes. Il faut pas oublier les hommes aussi. Sont touchés par ça parce qu'on est dans le culte du corps, on est dans le culte du physique parfait. Et tout ça, par des régimes successifs, par exemple, ça peut entraîner aussi des troubles alimentaires. Donc, sujet tabou, je sais que toi, Anthony, tu es vraiment un spécialiste de ça, donc je vais te laisser la parole. Euh, voilà, c'est un sujet comme je l'ai dit, tabou, que personne ne parle, mais qui est pourtant hyper répandu. Je sais que toi, Anthony, tu as eu ce problème-là aussi dans ta Ouais, jeunesse, même si tu n'es pas vieux. même si je suis pas vieux, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai été anorexique à un stade très, très grave. Ça a duré des années. Ça a commencé vers l'âge de 12-13 ans à peu près. Ça se manifeste en général à l'adolescence, bien que ça puisse arriver à tout âge, mais en général, ça arrive à l'adolescence. C'est arrivé vers mes 12-13 ans et ça a continué des années. J'ai bien mis 10 ans, je dirais, à m'en sortir totalement et même plus encore, c'est récent, d'arriver à faire en sorte de supprimer totalement toute trace de ce type de comportement et des séquelles que ça peut engendrer, on va dire. Voilà. Est-ce que tu sais comment ça s'est déclenché? Par quel facteur psychologique ou physique ou je ne sais quoi, ça s'est déclenché? Ouais, alors c'est très intéressant d'analyser ça parce que de par ma propre analyse, c'est comme ça que j'ai pu ensuite par la suite aider les autres aussi à faire leur propre analyse et à trouver comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. Alors déjà, il faut savoir que j'ai été comme beaucoup chez des psys, chez des pédopsychiatres, chez des psychiatres, dans des groupes de parole pour adolescents, etc. J'ai eu des prises d'antidépresseurs, d'anxiolytiques lorsque j'étais jeune. Voilà, il y a eu énormément de tentatives de traitement qui, pour certaines, ont apporté du positif, pour d'autres, non. Mais qu'au final, le réel travail et la prise de conscience, elle s'est faite sur les années et par moi-même. Alors, ça ne veut pas dire que je m'en suis sorti seul, que je suis Superman, etc., parce qu'on a besoin des autres, mais la réelle cause, on l'a toujours en soi. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui va arriver et qui va donner la solution parce que c'est toujours relié au vécu et au passif que l'on a. Donc, il faut arriver tout simplement à faire un retour sur soi, sur son existence. C'est difficile parce que c'est des choses souvent qu'on a enfouies et c'est des choses qui font souffrir et c'est même des choses parfois sur lesquelles desquelles on n'a pas totalement conscience, pardon. Donc on se dit non, ça tout va bien, ça ne me fait pas souffrir, ou parce qu'en fait on s'est tellement accommodé à cette souffrance et à ce mode de vie que on a construit un équilibre, du coup un peu bancal, forcément, avec ces caractéristiques-là. Donc, la première chose à dire, c'est que le problème, c'est jamais l'alimentation. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la clé et la phrase la plus importante qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on a un trouble du comportement alimentaire, ce qui était mon cas, le problème ne vient pas de l'alimentation. Vous n'avez pas en réalité peur de manger, vous n'avez pas non plus une addiction tellement forte à la nourriture que vous n'êtes pas capable de vous contrôler. Le problème est ailleurs, mais il se répercute sur l'alimentation parce que l'alimentation devient le moyen de soulager cette souffrance, ce manque, cette honte, cette culpabilité, ce vide. Ça devient le moyen le plus facile. D'autres iraient sur l'alcool, la drogue, les cigarettes. Voilà, tu as tous ces gens qui, lorsqu'ils sont stressés, tout de suite vont sortir une cigarette. Ça devient au début un geste que tu as lorsque tu es très stressé, puis ensuite lors des petits stress quotidiens, et puis ça devient un geste que tu fais pour éviter le stress, et là tu te mets à fumer 1 ou 2 paquets par jour. C'est un peu pareil avec les troubles du comportement alimentaire. Dans mon cas, comme je l'explique, on en parlera après, j'en parle dans la formation que j'ai sortie gratuite. Ça venait essentiellement de mon père,
du fait que j'ai eu un père très spécial, on va dire, un père qui ne m'a pas élevé et que je ne vois pas, qui est absent. Et donc, j'ai dû grandir j'avais honte du père que j'avais, en fait. Alors, avec le temps, ça s'est transformé. Maintenant, c'est différent, mais bien que je ne le fréquente pas et je ne le vois pas du tout, très jeune, j'avais honte du père que j'avais et je le ressentais, le fait que mon père ne m'aimait pas. Je n'avais pas d'importance pour mon père, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amour et il n'y avait aucune importance. Tout passait, pour lui, tout passait avant moi. Et ce n'est pas que moi au final, parce que enfin, voilà, c'est plus général, mais moi, je le vivais comme ça à l'âge que j'avais dans mon enfance. J'ai pas vu mon père, très peu. Il s'occupait pas de moi. Quand j'allais le voir, on faisait rien, ou j'étais avec ma belle-mère, bref. Et donc, ça s'est traduit comme ça. Et j'ai eu cette instabilité, ce manque de repères du père. Or, c'est très important. Tu te construis avec un père et avec une mère. Alors, on peut en débattre, tu peux avoir deux mères, etc. maintenant, mais bon, là n'est pas la question. On va dire que tu te construis avec deux repères parentaux stables, normalement, et tu as quand même besoin d'un repère masculin, que ce soit un père ou non, et d'un repère féminin pour arriver à être équilibré. Peut-être que ça se discute, mais euh, c'est quand même important. Voilà. Que ce soit le père, le grand-père, quelqu'un peut prendre le rôle d'eux, mais voilà. Quand tu as un père que tu connais, auquel tu peux t'identifier, mais qui ne te renvoie pas d'amour ou pas de considération, forcément, ça déclenche quelque chose. Voilà. En plus de ça, j'avais un père qui, le peu que je le voyais, avait beaucoup de troubles du comportement et une mère aussi qui avait beaucoup de troubles du comportement. D'ailleurs, ça s'est précisé plus tard dans ma vie et c'est là où j'ai réussi à comprendre, de par leur attitude, que mes parents biologiques étaient très ancrés dans les troubles du comportement alimentaire et qu'ils avaient des mécanismes de compensation très très forts. Ils avaient des complexes énormes et ils avaient une relation avec l'alimentation qui n'était absolument pas normale. Et ça, c'est un point clé dans ma prise de conscience sur les troubles du comportement alimentaire et surtout dans le fait que je peux aider d'autres maintenant, c'est le fait de se dire, OK, à quel point le comportement de mes parents et ce que j'ai vu lorsque j'étais jeune a pu impacter mon propre comportement. Et inconsciemment, parce qu'à l'âge de 12-13 ans, au final, tu n'as pas totalement conscience des choses encore. Tu n'as pas cette maturité qui peut te faire dire, OK, j'agis comme ça parce que mon père ou ma mère agissent comme ça. Tu le fais inconsciemment. Un enfant de 12-13 ans, il souffre. Qu'est-ce qu'il fait pour se soulager? Ce qu'il trouve de plus simple, de plus efficace, de plus cohérent et ce qui pourrait amener l'attention des autres aussi. C'est comme ça qu'il y a des adolescents qui en vont à se scarifier ou à d'autres choses. Il y a des choses très graves. On parle de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire, mais il y a des adolescents qui meurent parce qu'ils se tranchent les veines. Et voilà, c'est un autre phénomène. Et donc, j'en arrive à ce point clé. Donc, je parlais dans le live avec Lauralis, où on reproduit le comportement de nos parents et où, même si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas atteint de troubles du comportement alimentaire, vous avez votre part de responsabilité. Pourquoi? Parce que si vous avez des enfants ou si vous voulez avoir des enfants, si vous avez des neveux, des nièces autour de vous et peu importe, des enfants que vous aimez, en fait, votre comportement d'aujourd'hui face à ces enfants, en présence de ces enfants, va les impacter directement dans leur vie future. Et encore plus lorsqu'ils ont moins de 7 ans, on en parlait dans le live justement, lorsque un enfant a moins de 7 ans, le cerveau est sur une fréquence de vibration beaucoup plus faible que nous à l'âge actuel. Ce qui fait que le cerveau est dans un état d'hypnose, entre parenthèses, et donc les enfants, sans aucune réflexion, sans aucun filtre, vont reproduire absolument tous les comportements qu'ils voient. C'est comme ça qu'on apprend à marcher, c'est comme ça qu'on apprend à parler, c'est comme ça qu'on apprend tout. Et c'est pour ça que tu peux voir un enfant de 7 ans attraper un stylo et se mettre à faire ce geste. Tu vois, on a tous des images comme ça d'un enfant, mais comment est-ce qu'il a appris ce geste? Ben, il l'a reproduit via cet état justement. Et donc, ça se prolonge, ça se fait avant 7 ans et ça se prolonge ensuite dans ta vie, puisque pour moi, tu as vraiment deux phases dans ta vie. Tu me diras ce que tu en penses, bien sûr, mais je pense que tu as vraiment une phase de 0 à 18 ans où tu subis, en fait, parce que de 0 à 18 ans, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire comme on te l'impose, que ça soit
par tes parents, que ce soit par l'école et l'éducation, bref, par les repères d'éducation. On t'impose parfois une voie, des choix, des modèles, etc., sur lesquels tu te modélises sans savoir au final ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Donc, tu prends ce qui arrive et tu fais avec ce que tu as. Et c'est là où tu peux avoir du coup des troubles assez terribles qui arrivent si ce qu'on t'a donné durant ces 18 premières années n'est pas stable, n'est pas sain et n'est pas bon pour ton équilibre. Et ensuite arrivent les 18 années d'après, bien que pour certains, ça soit moins de 18 ans, parce que si on te met à la rue dès que tu as 16 ans, tu es très vite livré à toi-même et tu dois te débrouiller. Moi, ça a été mon cas très jeune, dès 16-17 ans, et donc les choses se sont faites très rapidement. Mais voilà, ensuite, tu as cette deuxième phase euh, où tu es capable, et où tu dois te construire. Et c'est là où je dis aux gens que ce que vous avez subi dans votre enfance et dans votre adolescence et les 18 premières années, ça ne doit pas rester toute votre vie. Ça ne doit pas dicter toute votre vie. Bien qu'à l'heure actuelle, ça ait un énorme impact, on est capable de changer et d'aller de l'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il n'y a que moi qui vais parler et ton Non, mais avis c'est est très bien. ultra Non, mais intéressant. c'est pour dire que ton passé n'est pas ton futur. Ça, c'est un truc qui est bateau, entre guillemets, mais qu'on oublie de dire. C'est pas parce que vous avez eu un passé comme ça ou un passé d'une telle manière qui doit vous suivre toute votre vie, quoi. Ça, c'est un truc qui est super important. Moi je vais t'expliquer parce que moi aussi, j'ai eu trop de comportement quand je faisais de la compétition. Euh, un peu différent de toi, je pense, parce que moi, c'était vraiment les troubles du comportement sont venus chez moi et je pense que c'est beaucoup de personnes qui font du fitness ou du bodybuilding est venu, c'est que je devais tellement être sec, de plus en plus sec, notamment en coupant les glucides et ce genre de choses, qu'à un moment donné, j'ai pété un câble et je suis passé par une phase de boulimie et j'avais tellement culpabilisé d'avoir mangé et puis à outrance que je me suis dit, je ne peux pas garder ça, je suis en pleine phase de sèche, j'ai une compétition bientôt. Ok, je vais me foutre dedans dans la bouche et je vais revomir. Voilà. Et après, là-dedans, on rentre dans un cercle vicieux. Et ça, c'est marrant parce que ça m'est arrivé à ma deuxième compétition, à ma deuxième saison de compétition. La première a été très difficile. J'ai tout suivi à la lettre et tout ça. J'avais un préparateur. Et c'est vrai, j'avais une rigueur et un mental de fou. Et à la deuxième saison de compétition, qu'il a fallu recommencer à zéro, là, c'est marrant. Je l'ai vécu d'une manière encore plus dure. Et, voilà. Et là, je te dis, ça arrivé une fois, j'ai craqué, j'ai mangé, j'ai culpabilisé, j'ai dit non, non, mais là, j'ai mangé trop de merde, faut que je me fasse vomir, quoi. Je ne peux pas garder ça en moi. J'ai vomi et après, on rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on le fait une fois et puis on se dit putain, merde, en fait, c'est facile. C'est-à-dire que j'ai réussi à assouvir ma frustration en mangeant et en mangeant beaucoup. J'ai réussi à me faire vomir. Alors, ça, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se faire vomir. Mais moi, j'avais réussi à me faire vomir et quasiment tout vomir. Et je me suis dit, mais 2 jours, 3 jours après, j'avais encore cette faim, cette truc, parce qu'évidemment, les mêmes causes font les mêmes effets. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le cercle vicieux. Alors qu'à la base, moi, à la base, j'ai pas de symptômes, de troubles du comportement, quoi que ce soit. D'ailleurs, quand la compétition a été terminée et que j'ai arrêté les régimes, les TCA ne sont pas poursuivis. Tu vois, Mm. c'était très surprenant. Parce que la cause n'était pas très profondément ancrée, je pense. Elle était Ouais. soudaine et elle n'était pas. Et c'est le problème. Après, c'est vrai que ce qui fait que ça va durer plus ou moins longtemps, c'est ce qu'on appelle en psychologie la période réfractaire, c'est-à-dire lorsque l'événement traumatique arrive, pendant combien de temps est-ce que tu vas rester dans l'émotion dans laquelle tu es, ça te perturbe ce tableau. Ouais, Pendant, j'ai pendant horreur combien de de ça. J'ai horreur. Alors, attends, bouge pas, je Ça, vais c'est le un mettre. trouble, ça. Ça, c'est un trouble, ça. On voit déjà le maniaque. Tu sais le maniaque. Ouais, ça, c'est un trouble. Tu vois. Il va le tenir toute la vidéo, il va le tenir. L'oralis, il va le tenir. Bah, enlève-le, hein, décroche-le maintenant. Ah, c'est bon, je m'en Ah, fous. Je c'est m'en pire. fous. Tu sais, Je m'en fous, tu m'en fous. on voit le perfectionniste. Il supporte pas le truc qui est un peu penché, tu sais. Ouais, je comprends.
Je comprends. Et je me souviens comment c'est arrivé. J'en parle dans la formation aussi. Donc, pour ceux qui l'ont écouté, je répète un peu. Mais euh, j'avais 12-13 ans à peu près. Et c'est vrai que j'étais complexé, très complexé par mon ventre. Je ne sais pas pourquoi. J'étais pas gros. Donc, je faisais beaucoup de sport. Je faisais du foot à l'époque. Et bref, j'avais ce complexe autour du ventre et qui s'est généralisé de plus en plus. Ça avait tendance à m'omnibuler. Alors, je faisais du foot 2 fois par semaine, plus un match, et je me suis mis à courir. Pour te dire, j'ai commencé à courir. J'ai commencé par courir peut-être 20 minutes, tu vois, 20 minutes, 2-3 fois par semaine. Et puis ça s'est amplifié. J'allais courir 40 minutes, 45 minutes. Et j'allais courir tous les jours. Je me souviens même que j'allais courir avant l'entraînement de foot, juste avant l'entraînement de foot. J'allais courir avant l'entraînement de foot et puis j'allais à l'entraînement de foot. Et ça s'est développé. J'allais courir 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Et puis ça s'est rajouté. J'ai commencé à me peser. Je me pesais avant d'aller courir, après courir. Et je mangeais seulement si mon poids était satisfaisant après la course. J'ai commencé à me peser de plus en plus. Puis j'ai compris que pour descendre encore plus mon poids, il fallait faire quelque chose sur l'alimentation. Alors j'ai enlevé quelques aliments, un par un, petit à petit. Puis je me suis rendu compte que boire de l'eau, ça faisait monter mon poids. Alors j'ai commencé à arrêter de boire. Alors je buvais de moins en moins, je mangeais de moins en moins. Et puis chaque fois que je mangeais, comme mon poids montait, que mon but c'était d'avoir toujours un poids plus bas du matin au soir, et ben si je mangeais dans la journée, le soir, mon poids allait être plus haut que le matin. Donc ça allait pas aller psychologiquement. Alors il fallait que j'arrive à faire baisser mon poids. Donc qu'est-ce que je faisais? Ben, je me levais, je mangeais rien, j'allais à l'école, puis je rentrais, puis j'allais courir, et puis je mangeais rien, et puis je me pesais. Là, tout allait bien. Et donc je suis arrivé à un stade comme ça. En fait, si tu me demandes comment ça s'est fait, bah, voilà, je te l'ai expliqué en 5 minutes. Mais pour moi, ça s'est passé sur des mois et des mois, mais comme si ça s'était passé en 5 minutes. Donc, c'est un peu plus et un peu plus. Et c'est un petit peu comme si aujourd'hui, je te dis, Chris, on va se focaliser sur un objectif de business. Ça nous paraît énorme, mais on a tellement la tête dedans que on enchaîne les étapes jour après jour, puis on y arrive en se disant, bah, on a travaillé 1 000 heures, mais on s'en est pas rendu compte. Donc, c'est un petit peu arrivé comme ça et j'en suis arrivé à un stade où j'avais un rythme qui était surhumain, c'est vrai, et que quand j'ai fait ma compétition de bodybuilding, c'est un truc qui m'a servi. Je me suis dit, mais Anto, ce que tu fais, c'est rien par rapport à ce que tu faisais avant. Parce qu'avant, je me rappelle que j'étais allé chez un pédopsychiatre génial qui s'appelait le docteur Laurence Langevin à Villefranche, ici, et qui m'avait demandé de la première semaine où je devais être hospitalisé de tenir un petit carnet où je notais ce que je mangeais. Et pour vous dire, sans mentir, j'ai aucune raison de mentir, ça se résumait à un demi-concombre ou une demi-tomate par jour. Et j'étais capable de manger une demi-tomate ou un demi-concombre par jour. Sur une semaine complète, je mangeais que ça. Et d'aller courir 2 ou 3 heures. Et je tenais comme ça. Donc, pour vous dire parfois que je pense que les hypoglycémies et la faim et cette souffrance qu'on ressent au régime, elle est tellement mentale plus que physique parce que le corps humain, on est capable de survivre en ne mangeant pas pendant 30 jours, c'est pour vous dire. Donc, le corps humain est tellement fort et peut aller tellement loin. Il y a beaucoup d'êtres humains qui le prouvent, hein, les ultra-trails et tout ça. Je vous garantis que c'est une expérience assez unique quand j'y repense et j'en tire beaucoup de positifs. C'est à quel point j'étais capable, et beaucoup d'anorexiques, hein, pas que moi, il y en a certains encore plus d'ailleurs, à quel point on est capable d'aller loin. Et c'est là où j'ai réagi quand dans le live de l'oraliste, quelqu'un a dit si vous êtes anorexique, vous n'avez pas de mental. Détrompez-vous. Il faut un mental mais hors norme pour arriver à tenir la souffrance mentale et psychologique que ça engendre et tenir bon en fait. Tenir bon dans ces troubles et voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Si je raconte cette histoire, pourquoi c'est pas par ego ou quoi que ce soit, c'est que parfois on a juste un doigt dedans et on se dit que c'est pas grave, mais en fait ça va vite et vous rendez pas compte à quel point ça va vite. Et lorsque vous êtes tout au fond du trou, c'est vraiment très dur de remonter. C'est vraiment très très dur de remonter. Certains en sont morts, beaucoup sont morts d'anorexie. Il faut pas l'oublier, c'est une maladie qui tue beaucoup de monde à tout niveau, à tout milieu sociaux, parce que la fille de Jacques Chirac est morte d'anorexie, la fille de Patrick Poivre d'Arvor est morte d'anorexie. Je connais des gens qui ont des amis morts d'anorexie. Voilà, ça arrive et ça va vite, ça va très vite.
Donc, il faut en être conscient. Et si vous avez un doigt dedans, ou vous connaissez quelqu'un qui a juste un doigt dedans, alors il faut faire quelque chose et il faut agir. Voilà, parce que ça va tellement vite et après, pour s'en sortir, Est-ce c'est que, dur. est-ce que Voilà. tu peux donner quelques tips ou quelques, je sais pas, quelques consignes ou je sais pas, quelques conseils pour pouvoir s'en sortir, enfin, quelques clés, tu vois, pour s'en sortir? Bien sûr. Alors, déjà, bien que les deux soient graves, l'anorexie, c'est beaucoup plus dangereux quand même que la boulimie. Pourquoi? Parce que la dénutrition tue beaucoup plus vite que la surnutrition, l'obésité. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Et surtout, les comportements anorexiques sont beaucoup plus récurrents. La boulimie, tu as des phases de répit où ça va, où tu es stable. Tu as le mal-être, tu as le complexe. L'anorexie, tu n'as aucun répit. Tu n'as aucun répit. Aucun. C'est-à-dire que moi, je me souviens, du matin au soir, tu n'as aucun répit. Pourquoi? Parce que manger, c'est dans les habitudes. Et là, l'anorexie, c'est ne pas manger, ne rien manger. Ton but, c'est de ne rien manger. Et toute la journée, tu as des sollicitations pour manger tout autour de toi. Donc voilà. Globalement, c'est la même chose, mais on va pour l'instant, je vais me pencher plus sur l'anorexie vu que c'est plus grave, plus dur, on va dire, pas plus grave, plus dur. Et je vais donner quelques tips. Alors, je vais reprendre les 5 étapes que j'ai données dans la formation gratuite et je vous invite vraiment à aller la télécharger Ouais, sur mon site. il y a déjà C'est plus 100%. de 500 personnes qui l'ont téléchargé pour Ouais, vous dire que ça touche vraiment beaucoup de monde et c'est super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger, on mettra le lien dessous, hein. voilà, 536 personnes à l'heure actuelle qui l'ont téléchargé. Des retours incroyables, je vous remercie. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement. Le but, c'est de vous aider à vous en sortir. Ça me tient à cœur et je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ça aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous donner les 5 points. Je ne pourrais pas les développer entièrement dans ce podcast parce qu'ils sont entièrement dans la formation et que ça dure 30 minutes, mais je vais vous les donner. Donc, la première étape, on l'a développée un peu au début, c'est prendre conscience de la souffrance et du problème. C'est-à-dire, pour résumer en clair, prendre conscience du fait que le problème n'est pas l'alimentation et qu'il y a un problème ailleurs. Donc là, j'identifie 5 causes les plus probables en général. Je vais vous les citer rapidement et ça peut vous parler. La première, c'est l'absence. La deuxième, c'est le manque. La troisième, c'est le vide. La quatrième, c'est la honte. Et la cinquième, c'est la culpabilité. Sachant qu'il est fort probable de ressentir l'ensemble de ces émotions ou de plus s'identifier ou s'apparenter à une seule. Par exemple, tu es presque sûr que lorsque tu fais de la boulimie, tu le sais, tu l'as fait, la honte et la culpabilité sont présentes. En Tu te caches, général, elles sont rares. tu te caches par rapport au… Voilà. Donc la honte et la culpabilité sont souvent présentes. Dans l'anorexie, moins. La honte et la culpabilité. Par contre, l'absence, le manque et le vide, énormément. Mais dans la boulimie aussi. Ces 5 mots, ils servent à quoi? Ce n'est pas des mots magiques. Ces mots, ils servent à identifier. C'est-à-dire que le problème n'est pas l'alimentation, mais il y a un autre problème ou d'autres intérêts. Si vous êtes boulimique ou que vous faites de l'hyperphagie, lorsque vous avez une crise, c'est d'identifier dans quel état est-ce que vous vous sentiez avant cette crise. À quoi est-ce que vous avez pensé? Comment est-ce que vous vous êtes comporté? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous étiez dans un état où vous aviez besoin pour vous soulager? Et lorsque vous êtes anorexique, c'est plus facile de s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ce mode de pensée et cette souffrance, elle est tellement répétitive qu'on la vit au quotidien, donc on peut arriver à l'analyser à l'instant T où vous écoutez ça, vous pouvez être capable. Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on le fait, encore une fois, en faisant un retour en arrière et en étant conscient de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qui nous fait souffrir. C'est une question simple, c'est de dire, OK, comment est-ce que je vis aujourd'hui et est-ce que je suis heureux? Et les gens ont du mal à répondre à cette question. Je ne sais pas si tu essaies des fois de dire à quelqu'un, est-ce que tu es heureux? Et les gens disent, ouais, je ne sais pas, ou non. Si tu es heureux, tu dis oui. Tu vois, il n'y a pas de je ne sais pas. Si moi, tu me demandes aujourd'hui, Anto, est-ce que tu es heureux? Je te réponds oui sans hésitation. Je pense que toi aussi à l'heure actuelle. idem. Voilà. Si tu es malheureux, ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années, ça a été ton cas aussi, tu es capable
à tous les coups de dire, OK, qu'est-ce qui te rend malheureux? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie ne va pas comme tu le voudrais? Et c'est à partir, qu'est-ce qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu ressens une absence? Est-ce que quelqu'un te manque? Est-ce que c'est l'amour d'un partenaire? Est-ce que c'est l'amour d'un père? Est-ce que c'est l'amour d'une mère? L'amour d'un frère, d'une sœur? Un décès? Voilà, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est le manque justement d'amour et de considération, comme moi j'ai pu avoir avec mon père? Tu peux identifier au manque, tu vois. J'ai eu le manque et la honte. J'ai eu le manque et la honte. J'ai eu la honte d'avoir un père comme ça. J'avais honte d'avoir ce nom de famille parce que on m'a appris tout petit qu'il fallait pas dire qu'on était gitan. C'était la honte. C'était la honte dans ma famille. Ma grand-mère, c'était la honte. Il fallait Attends, pas dire attends, qu'on est. attends, t'es en train de me dire que tu es un gitan? Je suis un gitan. Ah, bordel. Mais il fallait pas Ah, le dire. putain, Tu vois, il je me fallait suis pas le dire associé à parce un que ma gitan. grand-mère, Donc, attends, tu es en train de me dire que je viens de m'associer avec un gitan. c'est ça. Parce que ma grand-mère, la pauvre, elle avait honte de s'être mariée avec un homme qui avait abandonné sa famille et qui buvait, qui chantait dans les bars, qui était égoïste. Elle avait honte, en fait. Et donc, cette honte, elle l'a répercutée et elle a dit, on n'en parle pas. Et si vous avez des enfants, c'est une grave erreur que de ne pas parler d'un sujet comme ça. Parce que vous empêchez vos enfants aussi de s'identifier. Vous empêchez vos enfants de parler de leur père. Donc, mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a grandi sans pouvoir même savoir, mais qui est mon père? Imagine l'instabilité. Et il l'a reproduit sur moi, et ainsi de suite. Et donc, comme ça, vous êtes capable d'analyser. Si j'arrive à le faire à mon âge, vous arriverez à le faire facilement. Et donc, voilà, avec la honte, la culpabilité. L'autre fois, Lauralis a posé une question géniale, par exemple. Elle parlait d'une femme violée, abusée sexuellement. Ou on va parler d'une femme battue, c'est pareil. Et ben, quand tu es une femme qui a été abusée sexuellement, enfant ou adulte, ou que tu as été battue, enfant ou adulte, ben, tu as de la honte et de la culpabilité. Parce que ces personnes qui ont abusé de toi sexuellement ou de manière violente sont tellement manipulateurs, on en connaît, sont tellement manipulateurs et forts que tu ressens la culpabilité et la honte à leur place parce qu'ils t'ont appris et t'ont ancré dans le crâne que tu méritais. Tu méritais cette violence, tu méritais ces abus parce que bah, ton comportement ne leur convenait pas, parce que tu n'étais pas comme il faut et parce que tu étais un moins que rien. Donc, en fait, euh, je n'ai pas rencontré en 10 ans une seule personne qui avait des troubles du comportement alimentaire qui ne pouvait pas s'identifier à un de ces 5 mots. C'est impossible. Voilà. Donc, pour moi, c'est la pierre angulaire de tout ça, parce que quand tu as trouvé le problème, tu peux lui régler son compte. Tant que tu ne l'as pas trouvé et que tu pinailles autour de l'alimentation, à essayer d'avoir une meilleure diète, à essayer de rajouter ci et ça dans l'alimentation, ok, ça marchera temporairement. Tu peux faire la flexible diète, tu peux faire le jeûne intermittent, tu peux faire les diètes comme on conseille. Mais si tu ne t'attaques pas au fond du problème, ça va se répercuter autrement. Et peut-être même que tu tiendras une diète, mais à côté, tu vas te mettre à fumer ou tu vas te mettre à répercuter ton comportement autrement. Et ça aura de l'impact surtout sur ta femme, ou ton mari, ça aura de tes relations amicales. Et donc, c'est un point essentiel et il faut commencer par régler ça. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en neurosciences, pour résoudre un problème, en fait, on cherche toujours la source. Parce que Mm. sans trouver la source, c'est quelque chose qui va se répéter, et on ne pourra pas régler vraiment le problème. Donc c'est vrai, tu as entièrement raison. Il faut avant tout pouvoir trouver la source du problème. Et vraiment, il faut creuser, creuser, creuser pour vraiment. Et pas rester en surface, parce que souvent, on pense avoir trouvé le problème, alors que c'est que la surface, c'est un peu la croûte. Mais alors qu'il faut creuser encore plus pour vraiment trouver le fond du problème, et pour pouvoir résoudre une bonne fois pour toutes bah, le problème rencontré. J'ai une autre question à te poser aussi, c'est comment se comporter face à une personne qui est anorexique ou boulimique? Parce que, ben voilà, autour de nous, on a sûrement des personnes qui sont comme ça et on veut les aider, mais on ne sait pas comment. La première chose qu'on fait, c'est quoi? On lui dit, allez, il faut que tu arrives à manger, il faut que tu manges. Et puis, ben, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, quelle attitude il faut qu'on ait face à une personne qui est atteinte de TCA? Alors, déjà, l'idéal, c'est d'écouter la formation gratuite, vraiment. Parce que si cette personne, si tu te poses cette question, c'est que cette personne, tu as envie de l'aider ou tu aimerais pouvoir l'aider.
Et donc, cette formation, elle te donne les clés. Donc, je dirais que ça va faire très peu de l'amour, mais c'est vraiment mon avis. Je dirais que tout passe juste par l'amour. Quand tu as de l'amour envers les autres, et ça peut être de l'amour de tout type, j'ai de l'amour envers toi, tu en as envers moi, tu vois. L'amour, c'est pas que envers sa femme, c'est envers ses proches, et on a de l'amour pour les gens pour qui on fait ce podcast, sinon on ne prendra pas de notre temps. Et donc, tout passe par là. C'est-à-dire que lorsque tu aimes quelqu'un, son bonheur avant le tien, et tu es à l'écoute de cette personne. Et donc, une personne qui est atteinte de troubles du comportement alimentaire, en fait, il faut juste retenir qu'elle souffre. Elle n'est pas faible, elle n'est pas détruite complètement, euh, elle souffre. Donc, elle est cassée. Pour l'instant, elle est juste cassée. Elle n'est pas détruite, elle est cassée. Donc, il faut arriver à la réparer. Il faut arriver à la réparer. Et comment est-ce qu'on répare? On répare avec de l'amour, on répare avec de l'écoute, on répare avec de la compréhension. Ça prend du temps, mais euh, les gens ont du mal, et c'est tout le travail d'un psychologue d'ailleurs, c'est de te faire avouer ce que tu as enfoui au plus profond de toi, et via leur méthode, bon, ils apprennent à pas trop s'impliquer, ce qui est normal après. Et en fait, via l'amour, tu peux faire ce travail. Donc, si tu as de l'empathie pour la personne et que tu communiques, donc c'est de la communication tout simplement, c'est parler, c'est prendre le temps, c'est être patient et c'est pas essayer d'imposer à la personne la manière dont tu vois les choses et dont tu voudrais que ça se passe. Donc lui dire mange, mais arrête de manger ci ou ça c'est imposer ta manière de faire et ta manière de procéder. Et c'est tout l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut déjà dire je comprends. Je comprends, c'est deux mots magiques que j'emploie tellement dans ma vie maintenant. Et dire aux gens je comprends, même avant de contredire, c'est magique. Le pouvoir de ces deux mots je comprends, c'est magique. Donc, essayez ces deux mots, mais avec honnêteté, bien sûr. On ne parle pas de manipulation. Mais je comprends. Et ensuite, parler. Il faut essayer avec eux de trouver la source absence, manque, vide, honte, culpabilité. Et ensuite, je vais vous donner rapidement, pour pas que ça dure trop longtemps, 4 points essentiels à faire une fois que vous avez fait ça. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la visualisation extrême. Lorsque l'on est dans les troubles du comportement alimentaire ou lorsqu'on est dépressif, on est toujours dans la visualisation extrême négative, c'est-à-dire le pouvoir d'imaginer en toutes circonstances le pire scénario. Qu'est-ce qui va se passer de négatif si je fais ci ou si je fais ça? Toujours, constamment, encore et encore. Si je lance ce business, oui, mais il risque de m'arriver ça, mais je risque de perdre ci, mais je risque de et ci et ça. Si je vais voir cette fille dans la rue, oui, mais elle risque de me remballer, oui, mais je risque de me taper la route, et ainsi de suite, et dans tous les domaines. Et si je fais ce régime, mais si j'y arrive pas, changez ça. Essayez de visualiser à l'extrême de manière positive. C'est-à-dire, lorsque j'ai des troubles du comportement alimentaire, ok, je viens de m'enfiler 10 paquets de gâteaux. On va à l'extrême. Je viens de m'enfiler 10 paquets de gâteaux. Qu'est-ce qui va mieux? Rien. Rien ne va mieux. C'est encore pire qu'avant. Je me sens gros, je me sens moche, je me sens coupable, j'ai la honte parce que j'ai craqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans quel état est-ce que je serais si j'avais pas craqué? Si j'avais pas mangé ce paquet de gâteaux, comment est-ce que je me sentirais? Eh ben, je me sentirais fier parce que j'ai eu une crise. Je me sentais mal, mais j'ai réussi à résister à cette paquet de gâteaux. Là, ma visualisation extrême négative revient parce qu'elle me dit ouais, mais de toute façon, reste pas, dans 20 minutes, tu vas craquer. Dans 20 minutes, si tu craques pas maintenant, tu vas craquer dans 20 minutes. Visualisation négative. Non, parce que j'ai pas craqué maintenant. Alors pourquoi est-ce que je craquerais dans 20 minutes? Si tu as réussi une fois, tu peux réussir deux fois. Si tu as réussi deux fois, tu peux réussir trois fois. Encore une fois, pour perdre 5 kilos, il faut déjà perdre 100 grammes. Pour sortir des troubles du comportement alimentaire et plus faire de crise, il faut déjà arriver à stopper une crise, ou à la diminuer. Donc, cette visualisation extrême positive, elle marche dans tous les domaines et encore plus là. Le troisième point, c'est se déculpabiliser. Encore une fois, tout le monde peut être atteint de troubles du comportement alimentaire, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez beau, moche, que vous soyez gros, que vous soyez petit. Tout le monde peut être atteint de troubles du comportement alimentaire. C'est une maladie et c'est pas grave. C'est comme ça. Vous avez répercuté les choses comme ça. Il y en a qui boivent, il y en a qui fument, il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui sont drogués. Vous avez des troubles du comportement alimentaire. C'est pas grave. C'est votre réalité, mais ça ne doit pas devenir forcément votre futur et ça ne doit pas devenir tout votre être. Vous pouvez changer ça, vous pouvez lutter contre, ne vous culpabilisez pas et passez à l'action.
Le dernier point, c'est se rassurer. C'est le fait d'avoir conscience. Le fait, ok, je suis conscient que j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais je sais que Chris a fait des crises de boulimie, ça en est sorti. Anthony a été anorexique pendant 10 ans. Enfin, pendant 10 ans. Il a mis 10 ans à s'en sortir, mais il s'en est sorti. Et je peux vous le dire, et Chris aussi, qu'on a vu beaucoup de gens s'en sortir. J'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens à s'en sortir. Et j'ai vu beaucoup de gens s'en sortir encore aujourd'hui avec la formation, etc. Si nous, on peut le faire, vous pouvez le faire. Si vous avez une petite voix dans la tête qui vous dit non, je peux pas parce que j'y suis depuis 30 ans, 20 ans, visualisation extrême négative. Tout tourne autour du même cercle. Négatif, négatif. Je me répète encore et encore les mêmes pensées négatives et j'avance pas. Et le dernier point, c'est le plus important pour moi et c'est celui sur lequel j'appuie le plus, c'est la croyance. Alors quand on dit croyance, tout de suite on pense à religieuse. Ça peut être religieux, mais à la base pas du tout. C'est simplement le fait que si on ne croit pas en quelque chose, on ne pourra pas le réaliser. Si nous, on n'avait pas cru en notre potentiel pour lancer aujourd'hui nos sociétés, nos business, on ne serait pas là. On serait resté employé, on aurait continué à faire ce qu'on faisait avant. Si on n'avait pas cru en notre potentiel pour faire de la compétition, on n'en aurait jamais fait. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que qu'on va forcément exceller. Mais ça veut dire qu'on croit que si aujourd'hui on passe à l'action et si jour après jour on se bat, dans les moments faciles et surtout dans les moments difficiles, alors on peut s'en sortir, on peut y arriver. Et le simple fait de commencer à croire suite à la lecture de ce podcast, à l'écoute d'un audio ou autre, ou suite à une visualisation, parce qu'on a vu cette personne s'en sortir et on va faire pareil, le simple fait de commencer à croire, c'est la première pierre qui permet de passer à l'action. Parce que quand on commence à croire, il y a de l'espoir. Quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'action. Magnifique. Voilà, résumé un peu rapidement, parce qu'on ne va pas en parler 3 heures. Si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est vraiment aller plus loin, vraiment avoir les explications. C'est dans la formation gratuite qui est téléchargeable sur le site. On mettra en premier lien en dessous, oui. antowest.com. Vous allez tout de suite sur la page d'accueil, vous cliquez sur recevoir ma formation gratuite. Vous rentrez votre mail parce que vous allez recevoir le lien par mail, votre nom, prénom, et vous la recevez. C'est gratuit et c'est sans engagement. Il n'y a pas de et vous avez juste à l'écouter, sachant que c'est pas des vidéos, ok, c'est un audio que vous pouvez écouter donc partout, absolument partout. Et c'est pas juste je raconte ma vie, pas du tout. C'est une partie de ce qu'on vient de dire. Il y a des exercices dedans à faire. Okay, il y a vraiment des exercices à faire au quotidien pour s'en sortir. Des exercices de notes, des exercices pratiques. Il y a des exemples pour divers cas. Il y a une partie de mon histoire qui sert d'argument. Et voilà. Et les retours sont juste incroyables. Donc encore merci à tous. Et voilà, on en est à, je crois qu'on faisait on en parlait pour la première fois jeudi dernier. Et il y a déjà 536 personnes qui l'ont téléchargé. Je pensais pas. J'ai mis plus de 20 heures à faire ces une demi-heure. J'ai fait 70 enregistrements pour sortir 5 vocaux, pour vous dire. Voilà, Robin a monté ça avec une petite musique derrière de manière superbe. Et voilà, merci à tous vraiment du fond du cœur parce que c'est génial. Voilà. Merci à toi, Chris, aussi pour cette chance que tu m'offres d'en parler. Non, mais c'est un sujet qui touche tellement de personnes en fait que voilà, je trouve ça vachement intéressant. Il y a assez peu d'hommes qui en parlent aussi, notamment. C'est vrai que c'est souvent des femmes qui parlent de ça, qui ont vécu ça, qui en parlent. Et voilà, et c'est bien aussi qu'on puisse nous aussi en parler parce que c'est important et que ça touche vraiment beaucoup de personnes. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires dessous. Même si vous voulez raconter aussi votre expérience ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bien sûr. Encore une fois, c'est fait pour ça, les podcasts, et vous apporter toujours plein de choses. On en parlera aussi pour le séminaire à Lyon. Donc, pour toutes les personnes qui restent encore une dizaine de places qui veulent venir au séminaire, vous nous contactez en message privé et on vous donnera le lien pour le séminaire parce qu'il reste plus que 10 places sur 80. Donc, c'est parti très vite. Donc, voilà, Anthony vous parlera de vive voix de tout ça aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Bon, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez. Merci à tous. Ouais. Merci à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, bye bye. Et ciao, ciao.